Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, c'est notre quart d'heure américain consacré à l'actualité politique, économique américaine. Et Pierre-Yves Dugas que nous retrouvons à distance, notre correspondant américain. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2026. Avant d'évoquer 2026 avec vous, Pierre-Yves, petit retour en arrière sur l'année 2025 et j'aime bien cette histoire dans les marchés. Alors, est-ce que c'est un changement profond ou est-ce que c'est une parenthèse ? En tout cas, le retail à la main. Et quand je dis le retail, ce sont les investisseurs particuliers qui, en 2025, ont sans doute mieux navigué que les grands investisseurs institutionnels et autres gestionnaires d'actifs dans l'univers des marchés, Pierre-Yves. Oui, c'est un phénomène manifeste en 2025 et qui a toute chance de continuer en 2026. Sa manifestation la plus spectaculaire s'est produite au mois d'avril. On en parlait à l'instant avec nos invités. Le 3 avril, quand le marché perd 5%, les particuliers sont acheteurs nets. Ils ont injecté ce jour-là 3 milliards de dollars de flux dans des actions. Et ça a duré tout le mois. Et les institutionnels se sont laissés, dans un premier temps, déborder. Ils ont eu peur des annonces faites par Donald Trump ce jour-là en matière de droits de douane, annonces qui étaient bien plus inquiétantes que ce qu'ils avaient anticipé. Mais les particuliers, eux, ont sauté à pieds joints sur l'occasion de buy the dip, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de profiter de ce creux pour rafler des actions qui étaient brusquement soldées. Et les institutionnels ont été à la traîne et ont dû ensuite prendre plusieurs semaines avant de rattraper tout cela. Les particuliers représentent plus de 20% du volume de transactions désormais, c'est plus qu'il y a quelques années. Et ils jouent un rôle moteur. Vous savez, traditionnellement, on dit à Wall Street, avec une certaine condescendance, il y a le smart money, c'est les institutionnels qui disposent de moyens et d'informations considérables, notamment sur les flux de la clientèle institutionnelle, etc., sans parler de leur puissance de recherche et de leur réseau d'information. Et puis, il y a le dumb money, l'argent idiot, qui, traditionnellement, en tout cas pendant des décennies, a été l'argent des particuliers qui ont toujours raté le creux de la vague et sont arrivés trop tard. Le contraire s'est produit à la sortie du confinement. Ce sont, en 2020, déjà les investisseurs particuliers qui ont les premiers compris que le moment était venu d'acheter et les institutionnels se sont retrouvés en retard. La même chose s'est produite cette année au mois d'avril. JP Morgan a fait des calculs et a observé qu'une forte proportion de portefeuilles d'investisseurs individuels a battu les indices cette année et a battu des professionnels. Et c'est intéressant de voir que deux phénomènes. D'abord, les particuliers maintenant sont sur tous les marchés. Les cryptos, les marchés de matières premières et par le biais de fonds cotés, des marchés qui étaient jusqu'à présent réservés aux professionnels par le private equity. Deuxième phénomène intéressant, ils sont de plus en plus jeunes. Il y a une statistique qui m'a fait tomber de ma chaise, qui, je pense, vous surprendra, Grégoire. Je m'accroche. On a posé la question en 2015 à des Américains entre 22 et 25 ans. On leur a demandé, avez-vous, dans votre compte chèque, puisé pour investir dans des actions ? En 2015, 6% d'entre eux l'avaient fait. En 2025, un tiers l'a fait. Ils ont découvert la bourse au moment du confinement, ils s'embêtaient à la maison, ils ont toutes sortes d'applis qui sont conçues pour les jeunes, eToro, Robinhood, j'en passe et des meilleurs. Ils sont accros d'une forme de boursicotage qui leur rappelle le jeu, le casino et les paris sportifs. Ça n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et ils sont là pour rester. Et ils sont d'autant plus jeunes qu'ils n'ont pas connu, comme certains plus âgés, suivez mon regard, le pic du Nasdaq en 2000. Et le Nasdaq qui, de 2000 à 2022, a perdu 78%, ils étaient trop petits pour s'en rappeler.
Et on a également oublié de leur dire probablement que avant que le Nasdaq ne retrouve son niveau de 2000, il a fallu attendre 2015. Nous avons, avec l'apparition de cette nouvelle génération d'investisseurs accros d'applis d'investissement, un phénomène qui participe un peu à un put qui vient prendre à contre-pied beaucoup d'institutionnels qui se croyaient très forts et plus intelligents que les autres. Ouais, très, très intéressant comme phénomène. Et comme vous le dites, c'est vrai que la confiance est auto-entretenue pour une génération qui n'a connu que des marchés montants. Et beaucoup de ces achats se font également avec des effets de levier très importants. On achète à crédit des actions ou des actifs risqués aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Pierre-Yves, pendant que la France opère en ce début d'année sans budget, les États-Unis vont opérer en 2026 sous l'apanage de la grande et belle loi budgétaire, victoire de Donald Trump, bien sûr. Peut-être l'occasion d'en redire un mot et de savoir ou repréciser ceux qui vont en profiter le plus versus ceux qui en profiteront peut-être le moins. Alors, c'est une très bonne idée. Je vais faire juste un pas en arrière pour rappeler le système systématique qui, je crois, est maintenant en vigueur en France aussi, mais qui est vraiment traditionnel et qui joue un rôle très important dans les liquidités des ménages américains, qui est la retenue systématique à la source de l'impôt. La grande loi fourre-tout de Donald Trump a été votée en juillet, mais les ajustements sur le prélèvement tous les 15 jours, qui est fait sur le salaire que perçoivent les Américains, n'a pas été fait. En gros, nous avons les 2/3 des contribuables américains qui ont trop payé en 2025. Et donc, ils vont récupérer en 2026, pour les 2/3 d'entre eux, ce surcoût fiscal. C'est beaucoup d'argent, c'est 125 milliards de dollars. À cela va s'ajouter les nouvelles baisses d'impôts qui entrent en vigueur, qui frappent en particulier les Américains qui dépendent de pourboires. Et tout cela va injecter potentiellement dans la consommation ou dans l'investissement et dans l'épargne beaucoup de liquidités supplémentaires. Et ça va faire plaisir aux Américains qui payent des impôts. Alors, bien entendu, c'est le problème classique de la stimulation de la consommation par la baisse d'impôts, n'en profitent que par définition ceux qui payent des impôts. Et par définition, ceux qui payent des impôts, ce sont les gens qui sont plutôt riches, parce que les pauvres ne payent pas d'impôts. Donc nous avons un phénomène qui va être, de manière comptable, extrêmement stimulatif de la consommation, mais qui va surtout favoriser les riches, parce que les pauvres, au contraire, vont être victimes, à l'inverse, de limitations qui ont été introduites dans cette loi chère à Donald Trump en juillet, limitation ou augmentation ou réduction, en tout cas, des avantages sociaux qui leur étaient consentis, notamment au titre du programme de l'aide alimentaire, Food Stamps, et suppression des subventions accordées aux Américains qui sont obligés de souscrire à une police d'assurance maladie. Ce qui veut dire en net qu'en gros, 30% des Américains les plus pauvres vont perdre du pouvoir d'achat, 30% au milieu vont à peu près être en situation neutre, et les 30% les plus riches, eux, vont en bénéficier. Et les chiffres sont importants, les estimations du labo de recherche de l'université de Yale sont assez édifiantes. Pour les 10% les plus pauvres, c'est une perte nette sur 12 mois de $2 200 à peu près. Pour les 10% les plus riches, c'est un gain net de $9 700. Donc nous avons, on le sait depuis déjà maintenant plusieurs trimestres, en gros, les 10% américains les plus riches qui représentent 50% de la consommation. Ce phénomène risque de s'aggraver et l'écart entre les plus riches et les plus pauvres en termes de capacité à consommer va encore se creuser, d'où effectivement ce risque de voir une économie américaine qui continue de croître mais qui est dépendante de la bonne humeur des riches, qui, en cas de coup de grisou sur les marchés boursiers,
pourrait avoir un effet richesse qui joue à la baisse. Merci beaucoup Pierre-Yves, merci pour ce décryptage hebdomadaire des enjeux américains dans ce quart d'heure américain. Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, avec nous chaque lundi dans Smart Bourse sur Bismart, en direct à 17h45 si vous nous suivez en live, ou à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.